Et ben, ce lieu spécial, c'est la direction de l'ONF qu'on a décidé d'occuper à Nancy avec les syndicats de l'ONF pour vous expliquer ce qui se passe non seulement dans l'ONF, mais au-delà dans les forêts françaises. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on va essayer de faire un petit mouvement de caméra, essayer de montrer les gens qui sont autour. Voilà. On est dans le bureau du directeur de l'ONF. Et on va passer la soirée ici. On va vous expliquer pourquoi. Et pour ça, on va mettre la Commission nationale du débat sur les forêts. On a un petit peu détourné le logo de la Commission nationale du débat public. Ce soir, c'est le premier débat qu'on fait dans un lieu symbolique, la direction de l'ONF. Mais l'idée, c'est d'aller faire d'autres débats dans d'autres endroits où on nous refuse, encore une fois, de pouvoir discuter et où il se passe des choses qui sont dramatiques, à notre avis, pour l'avenir des forêts. Alors, pour cette première partie, on va d'abord commencer avec des témoignages de personnes qui travaillent à l'ONF, des agents, des techniciens. On va commencer déjà avec quelqu'un qui est avec nous, Alric. Alric, si tu veux bien venir. Florent, tu peux nous mettre la caméra sur Alric? Voilà. Peut-être on ne va pas, toi, te faire asseoir sur le siège du directeur parce que ça te créera des problèmes. Est-ce que tu peux nous expliquer de tourner tes face caméra? Voilà. Qui tu es, où tu travailles et puis ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi? Eh bien, je m'appelle. Regarde la caméra. Je m'appelle Alric Rouy, donc je suis garde forestier depuis 13 ans à l'Office national des forêts. Mon poste est basé dans les Vosges. Avant, j'ai fait un passage dans la Meuse. Moi, ce que je vis, c'est une usure qui entraîne une perte de sens. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des réorganisations dans cette entreprise, dans cet office. Moi aussi, je suis technicien forestier à l'ONF depuis plus de 20 ans, 22 ans maintenant. J'ai commencé en forêt de haies au moment de la tempête. Mon premier triage avait été rasé. Et voilà, on a vécu déjà, il y a 20 ans, des années vraiment difficiles. Mais la forêt a repoussé. On a vécu des réformes sur réformes, mais on avait quand même un sens à notre métier. On arrivait quand même à faire les choses. Depuis 2 ans, on vit des dépérissements massifs et avec vraiment une perte de sens dans ce qu'on fait. En tout cas, moi, je le vis comme ça, parce que déjà, les conditions sont extrêmement difficiles. On a perdu des effectifs, on a toujours des plus grandes équipes sur des plus grands territoires. On essaye de faire au mieux, on essaye de progresser, tant sur la préservation de la biodiversité en cumulant avec l'accueil du public et puis cette fameuse production de bois. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vraiment, c'est la priorité absolue. On est tout le temps entre ordre et contre-ordre. Il y a eu tout cet été, par exemple, où on n'a pas sorti de bois parce qu'il n'y avait pas de marché. Tout d'un coup, il y a eu un marché. Alors, on a sorti du bois partout, quelles que soient les conditions. Moi, j'ai revu partir en Chine des containers et vraiment, ça fait mal au cœur et mal au bide. Moi, je n'y vois plus de sens parce qu'on avait déjà envoyé beaucoup de containers en Chine il y a 20 ans, mais je crois qu'on n'avait pas bien conscience de l'impact. Aujourd'hui, on le sait, on le connaît. Les arbres meurent suite au réchauffement climatique et notre réponse, c'est encore d'envoyer du bois soit à l'autre bout de la France, soit à l'autre bout du monde. Et pour moi, la priorité aujourd'hui, ce serait de préserver le couvert forestier, les sols, les semis, parce qu'on n'en est qu'au début de la crise. Et on a l'impression que ce n'est pas du tout la priorité qui est mise. On laisse la parole à Julie. Julie, si c'est OK pour toi, tu désactives ton petit micro. Voilà, merci. Même question, Julie, si tu peux te présenter, où tu travailles, et puis, toi, comment tu vois ton métier aujourd'hui, quoi? Bonjour, donc moi je suis garde forestier dans les Vosges, sur l'UT de Gérardmer. J'ai 3 forêts communales, Saint-Amé, Clury et le syndicat, qui sont juste au-dessus de Remiremont. Moi je suis rentrée en forêt parce que c'est un milieu qui m'équilibre. J'ai besoin d'être au calme, j'ai besoin d'être dans ces massifs forestiers. Il y a des bonnes ondes, enfin voilà, moi je peux pas bosser ailleurs. Aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est qu'on vit, nous, au quotidien, dans des forêts qui sont essentiellement mortes. Ça fait 3 ans là qu'on fait rien d'autre que récolter du bois mort. Et ça, c'est hyper triste, c'est démotivant.
Et si on rajoute à ça que malgré les mobilisations qu'on a depuis 3 ans, on nous rajoute, voilà, des suppressions de postes. On a les jambes coupées de plus en plus, quoi. Voilà. On nous coupe les jambes, on nous démotive et ça c'est fatigant. Alors, quand on t'annonce qu'effectivement, il va y avoir des nouvelles réductions d'effectifs, mais que c'est pas grave parce que, encore une fois, le gouvernement va mettre 150 millions d'euros pour planter des arbres, c'est une bonne nouvelle ou pas? Mais pas du tout. On a besoin de, comme disait Alice et Alric, on a besoin de présence au quotidien pour gérer la forêt. On a tous des triages de 1500 à 2000 hectares et on a besoin d'être partout. Et pour ça, on ne peut pas tirer les bras continuellement. On ne peut pas assurer des intérims longs sur des triages d'à côté quand on a déjà 1500 à 2000 hectares. Et on a plein de choses à faire. On ne peut pas remplacer tout le monde tout le temps. Donc, on a besoin de présence sur le terrain. On n'a pas besoin d'argent pour planter. D'autant plus que planter actuellement, ça devient compliqué. C'est limite une hérésie. Planter sur des sols nus, aujourd'hui où on a des sécheresses estivales, des grosses pluies, des événements climatiques violents, c'est compliqué de planter sur un sol nu. Et on a l'expérience forestier, on sait régénérer les peuplements, on sait travailler avec les accrus, on sait recréer une ambiance forestière. Et si besoin par la suite, dans cette ambiance forestière, on peut compléter, on peut regarnir, avec différentes essences. Ça, on sait faire, donc on n'a pas besoin de réinventer la poudre. Et les plantations, pour planter sur un sol nu, c'est pas possible. Deuxièmement, on ne sait pas quelle essence installer. Et troisièmement, se précipiter sur des subventions. Il ne faut pas oublier que les subventions, elles sont soumises à réussite. Donc, si on a une sécheresse ou un gel de printemps ou une invasion de rongeurs ou n'importe quoi d'autre, ces subventions, elles sont à rembourser. Donc, il ne faut pas se précipiter. Ouais, tout à fait. Alors, on va avoir le temps de bien approfondir cette question-là parce qu'on aura un débat en deuxième partie avec justement autour de cet appel à projet, ces 200 millions d'euros qui ont été donnés pour planter des arbres. On aura un débat avec différents acteurs. Donc, on aura largement l'occasion de revenir dessus. Je voudrais maintenant donner la parole à Éric Bonner pour illustrer une autre conséquence de la privatisation rampante de l'EDF. C'est tout simplement la question du remplacement de fonctionnaires par des contractuels. Donc, non seulement il y a de moins en moins d'agents, mais en plus, on remplace des fonctionnaires par des contractuels. Et Éric, est-ce que tu peux te présenter justement et nous expliquer un petit peu ce qui était ton travail, ce qui est toujours ton travail à l'ONF, et puis la situation très difficile que tu vis aujourd'hui, et notamment si tu peux nous expliquer pour tout le monde, que ce soit bien clair, un peu tout le boulot fantastique que tu as pu faire pour la biodiversité, pour protéger cette espèce, le sonneur à ventre jaune, nous en parler un petit peu. Et puis voilà, en fait, aujourd'hui, ce que tu vis, quoi. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui, c'est OK. On n'a pas encore l'image? OK. Alors, on va faire sans l'image pour toi, Oui. Éric. Vas-y, on t'écoute. Oui. Donc je suis rentré à l'Office national des forêts il y a pas loin de 30 ans maintenant. Et parce que c'est une passion, une vocation depuis très longtemps. Et j'ai eu la possibilité de pouvoir développer des compétences naturalistes, et à une époque où ça commençait à être encouragé dans notre établissement, dans les années 90. Et je vous passe un peu les étapes et les détails, mais il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser à cette espèce, effectivement, là, le sonneur à ventre jaune, parce que c'est une espèce qui est devenue, au moins dans le quart nord-est forestière, dans la mesure où elle a bénéficié de la mécanisation des travaux qui crée des ornières qui, lorsqu'elles sont en eau, constituent un milieu de vie très favorable à cette espèce, quoi. Alors évidemment, ce n'est pas sans créer de problème, puisque les ornières forestières, si elles sont favorables, elles ont aussi un côté nuisible par le fait qu'elles tassent les sols. Et puis, surtout, comme le sonneur est une espèce protégée, une fois que l'ornière est créée, qu'elle est colonisée, c'est un milieu protégé, et donc on n'a plus le droit de le perturber ni toucher à l'espèce.
Donc, ça peut créer des complications puisque ces ornières vont se trouver sur des chemins en terrain naturel qui sont empruntés par les tracteurs de débardage. Donc, quand je me suis attaqué à cette question-là, je me suis dit, c'est une espèce dont la gestion est particulièrement complexe en forêt, et si on arrive à régler cette question-là, on aura résolu beaucoup de problèmes de prise en compte des espèces dans la gestion forestière. Ouais. Et Eric, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui ce qui s'est passé pour toi, justement, ce qui se passe pour toi dans le travail aujourd'hui, et sans rentrer dans les détails, mais voilà, ce qui t'est arrivé et comment la direction un petit peu te met la pression. Et ce qui se passerait, tes fonctionnaires, c'est déjà dur, mais tu m'en parlais en préparant un peu le débat, si tu étais contractuel, ça aurait été encore pire, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Oui, en fait, effectivement, comme la préservation de cette espèce, les mesures qu'on va mettre en place pour préserver cette espèce sont vécues comme des contraintes par pas mal de collègues parce que ça empêche de sortir le bois à certaines périodes. Mais malgré tout, c'est quand même une obligation réglementaire. Donc, on n'a jamais pu me dire non, tu laisses tomber ce truc-là. Voilà. Enfin, on me l'a dit, mais on ne me l'a jamais écrit et c'est jamais venu de la part de la direction, mais simplement j'ai subi des pressions, quoi. Et comme je n'ai pas cédé à ces pressions, il y a eu des mesures de représailles, on va dire, quoi. Donc on m'a changé de poste, on m'a muté, j'étais obligé de déménager. On m'a supprimé mon poste à une époque, j'ai eu des mutations qui m'ont été refusées sous des prétextes plus fallacieux les uns que les autres, comme quoi j'aurais mis en péril le fonctionnement à moi tout seul d'une agence tout entière. Enfin, voilà. Donc là, au final, je me retrouve à aller travailler à plus de 100 km de chez moi. Mais malgré tout, j'ai jamais eu de sanctions officielles. Je les ai réclamées pourtant. J'ai dit, à force de subir toutes ces choses, j'ai dit, si vous avez quelque chose à me reprocher, dites-le clairement et prenez une sanction, quoi. Convoquez-moi en conseil de discipline. Mais ça n'a jamais été fait. Donc ça s'est toujours conclu par des mesures comme ça, des mesures de représailles, des sanctions déguisées. Mais voilà, là où je voulais en revenir, c'est que si j'avais pas été fonctionnaire, il est fort probable qu'on m'aurait déjà viré, quoi. Et là, mon statut de fonctionnaire me protège, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai que ça a été un point qui a été débattu, notamment parce qu'au mois d'octobre, il y a eu une loi de simplification de la vie administrative. Et nous, c'est le moment où on a lancé cette grande pétition qui est pas loin de réunir plus de 100 000 personnes. Donc, vous n'êtes pas seul. Mais ça a été vraiment un moment où déjà on s'est dit il y a quelque chose pas. Comment il est possible de discuter de l'avenir de l'ONF à travers une loi de simplification de la vie administrative? Et cette loi, elle disait simplement qu'aujourd'hui, l'ONF allait faciliter la possibilité de recruter les contractuels. Alors les gens nous ont dit, oui, mais c'est pas parce qu'on facilite la possibilité de prendre des contractuels que ça veut dire moins de fonctionnaires. La réalité, on la voit, c'est qu'il y a de moins en moins de postes de fonctionnaires, comme les gens expliquent, et on remplace les contractuels, et en plus, il y a moins de postes. Voilà. Donc, c'est toute cette accumulation. Il y a eu la loi de simplification de la vie administrative, et puis vraiment, je crois que ce qui nous a vraiment bousculé pour organiser cet événement ce soir, c'est ce qui s'est passé pendant le projet de loi de finances, et c'est ces derniers coups de canif pour supprimer des postes, alors que justement, le Parlement s'était prononcé contre et autres. Et on a la chance alors de pouvoir avoir avec nous la députée Mathilde Panot. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir. Et voilà, si tu peux nous réexpliquer, on a donné quelques détails, on a commencé à avoir pas mal de témoignages d'agents de terrain, que tu le saches parce que tu n'étais pas informé, mais on occupe le bureau de la direction de l'ONF. Voilà. Là, présentement, je suis sur le siège du directeur. Pour avoir ce fameux débat que le gouvernement refuse d'avoir. Et donc, on a pas mal parlé et nous, je vais vraiment te laisser la parole pour nous expliquer ce qui s'est passé mardi soir et puis revenir un petit peu sur cette affaire des postes supprimés, des 95 postes et du scandale démocratique que ça représente. Merci beaucoup Sylvain. Donc, bonsoir à tout le monde. Déjà, bravo pour l'action que vous faites, qui est pacifique, mais qui est vraiment extrêmement nécessaire dans la période qu'on vit. Et puis c'est assez drôle de te voir aussi sur ce poste de directeur, parce que ça changerait beaucoup de choses aussi.
Alors peut-être pour revenir sur la bataille qu'on a menée à l'Assemblée, donc tu as parlé de la loi ASAP, donc la loi de simplification. Juste pour reprendre un peu, donc effectivement, ça c'est ce qui permet à l'Office national des forêts de plus recruter des fonctionnaires, mais des contractuels, avec tout ce que ça implique. Et il y a eu le témoignage juste avant qui le montre. Mais surtout, le scandale, c'était que sur 150 articles, on avait un article 33 qui était glissé quelque part sur soi-disant une simplification, et en fait, sur lequel on n'a pas eu de vrai débat sur la forêt. Et en fait, si on n'avait pas été là à plusieurs pour porter le débat sur cette question, en fait, en 2 minutes, on rayait ce débat d'un trait de plume. Bon, ce débat-là, pour l'instant, on l'a perdu. Mais le pire, je crois, c'est ce qui s'est passé effectivement sur le projet de loi de finances. Donc en ce moment, on a débattu du projet de loi de finances. Il y a une première lecture à l'Assemblée nationale, ça repasse au Sénat, puis ça revient à l'Assemblée nationale, et ensuite il y a la lecture définitive. Et pour la première lecture à l'Assemblée nationale, on avait mené une grosse bataille, on est plusieurs groupes à avoir déposé des amendements parce que ce projet de loi, il proposait de supprimer encore 95 postes à l'Office national des forêts. Donc, ça fait des années et des années, ça je pense que vous en avez parlé, mais qu'on supprime des postes à l'ONF avec, évidemment, les problèmes sociaux que ça pose d'abord pour les agents de l'ONF, mais des problèmes environnementaux extrêmement grands. Donc, on a mené la bataille à plusieurs, et notamment, il n'y avait pas que la France insoumise ou des oppositions qui portaient ce combat, mais il y avait aussi Anne-Laure Cattelot. Anne-Laure Cattelot, elle était rapporteure donc, sur la question justement de l'agriculture, de la forêt, de la pêche, et elle a porté un amendement. Et Anne-Laure Cattelot, c'est la députée de La République En Marche à qui le gouvernement a demandé de faire un rapport, notamment parce qu'il y a eu une forte mobilisation associative, intersyndicale de l'ONF, etc. Et parce qu'il y a eu cette grosse mobilisation, eh bien, ils avaient demandé, en quelque sorte, pour déminer à cette députée de faire un rapport. Donc, c'était assez fort qu'elle-même porte la demande de suppression de ces 95 postes. Et en fait, on a gagné ce vote. Alors, on l'a gagné à 52 pour, contre 45 contre, et avec des députés La République En Marche, des députés LR, des députés socialistes, des députés Agir Ensemble, des députés communistes, des députés de la France Insoumise, bref, avec des députés de pratiquement tous les bancs qui ont voté pour qu'on annule en fait cette suppression de postes supplémentaires. Alors, ce n'était pas une victoire révolutionnaire, parce qu'il faudrait réembaucher des gens, permettre que justement il y ait de nouvelles embauches à l'ONF, mais ça permettait de mettre un coup d'arrêt à ce qui se passe depuis des années à l'ONF et qui crée une souffrance absolument terrible. Donc, c'était une première petite victoire. Ensuite, c'est passé au Sénat, et au Sénat aussi, ils ont voté pour annuler cette suppression de postes. Donc, on avait gagné sur cette question-là. Et là, qu'est-ce qu'on apprend quelques jours, 2-3 jours avant de reprendre la lecture la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, on apprend par la presse que ces 95 postes seront finalement bien supprimés, donc avant même qu'on en discute à l'Assemblée, qui est normalement le lieu où on débat au nom du peuple. Et on apprend en plus que la suppression de ces 95 postes sont dans les documents du conseil d'administration d'aujourd'hui. Donc vraiment un scandale démocratique, c'est-à-dire on n'attend même pas que l'Assemblée nationale se saisisse du sujet. Et le pire, c'est que le ministre Dussopt dit de toute façon il n'y a rien à négocier sur l'Office national des forêts. Mais en fait, un Parlement, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un vote, eh bien, il n'y a pas un ministre, on n'est pas dans une espèce de négociation avec le ministre. Si monsieur veut bien, s'il daigne bien accorder quelques postes supplémentaires ou maintenir la situation, c'est pas ça. C'est à partir du moment où il y a eu un vote de la représentation nationale, normalement, on doit le respecter. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un truc extrêmement vicieux en seconde lecture, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont remis tous les crédits ensemble, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas. Ça coûte 3,7 millions. C'est rien du tout par rapport au budget, c'est absolument rien. 3,7 millions pour maintenir ces postes et ne pas les supprimer. Ils ont finalement en fait enlevé 13 millions du budget, donc comme ça ne se voyait pas trop sur cette partie du budget. Et dans ces 13 millions qu'ils ont enlevés, il y a les 3,7 millions qu'on avait rajoutés sur les suppressions de postes. Et heureusement qu'on était là à quelques-uns, notamment Anne-Laure Cattelot a aussi pris la parole, donc de La République En Marche, pour dire mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire en fait? Vous êtes en train de faire quelque chose qui est profondément antidémocratique. Et finalement, ce vote a eu lieu et malheureusement, ils ont gagné sur cette question-là.
Donc, il y a vraiment eu un scandale démocratique extrêmement fort sur cette question. On a foulé au pied la démocratie parlementaire de manière, de manière assez incroyable. Et je crois que c'est important d'expliquer ça et d'expliquer qu'en fait, on a un gouvernement qui est passé au-dessus du Parlement de manière assez incroyable et assez inédite sur une question comme celle-ci, et que vraiment, on doit continuer le combat parce qu'en plus de ça, et ça, je pense que vous en avez parlé aussi, mais ils en ont profité pour essayer de mettre un coup de butoir en disant qu'ils vont privatiser le service public forestier en même temps, qui vont finalement arriver d'ici à 2026 à 600 postes supplémentaires qui vont être supprimés. Donc, en fait, la question même de l'existence d'un service public forestier en France, elle est posée de manière forte. Elle est posée pour les femmes et les hommes qui y travaillent. Elle est posée pour tous les enjeux environnementaux et écologiques qu'il y a autour de la forêt française. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait cette action ce soir, et je vous remercie encore de m'y associer. Je vous dis bravo pour cette action-là. Et il faut vraiment continuer la mobilisation parce que c'est ça qui a permis de faire bouger des choses. C'est ça qui a permis d'obtenir la première victoire qu'on avait eue. Alors, même s'ils l'ont annulée, il n'empêche que je pense qu'il y aura des conséquences, et notamment du côté de La République En Marche, il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça absolument inadmissible, ce qui s'était passé au moment de ce deuxième vote. Oui, tout à fait. Comme tu le dis, qu'on soit d'accord, pas d'accord, c'est une chose. On est là pour débattre. Enfin, nous, on aimerait bien. Hein. Encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de débat. Et quand il y a un maigrelet débat qui arrive à émerger à l'Assemblée nationale, quand l'Assemblée nationale vote quelque chose validé par le Sénat, le gouvernement change. Revient dessus. Et ça, c'est inacceptable. C'est ce qui justifie cette action qui est illégale ce soir. On n'a pas à être dans le bureau de l'ONF. Mais pour nous, elle est pleinement légitime. Ce qui s'est passé mardi soir au Parlement justifie pleinement qu'on soit obligé de passer dans ce type d'action. Et on voudrait mettre la vidéo, justement, petite goutte, ce qu'a répondu le ministre qui était là en séance, Olivier Dussopt. Ouais. Et si c'est bon, on va faire réagir les collègues de l'ONF là-dessus. Alors, on est en train de la charger, c'est bon? Ok, alors vous devez voir, j'espère. Alors, petit problème sur le son. Alors, on va vous la commenter. En fait, dans cette vidéo, à la fin de la... Alors, on s'est trompé de vidéo. C'est des choses qui arrivent, mais on va vous la commenter. Dans la vidéo, le ministre dit clairement, tu l'as vu Fred, hein, tu m'en as parlé, elle t'a choqué. Est-ce que le ministre dit, vous inquiétez pas, il y a déjà 500 postes qui ne sont pas pourvus aujourd'hui à l'ONF. La direction nous a dit qu'en supprimer 120 ou 95, ça ne changeait pas grand-chose au SMIC, puisqu'avec 500 postes qui ne sont pas pourvus, vous arrivez très bien à fonctionner. Non? Oui, c'est... T'embête pas avec ça, regarde la caméra. C'est assez douloureux d'entendre ça. Enfin, évidemment, hein, c'est la parole du ministre. Moi, j'attends le démenti de notre direction. Mais il a osé dire devant la représentation nationale, à l'Assemblée, le ministre Dussopt, que donc, oui, 95 postes en gros, hein, c'est rien, puisque c'est son mot à lui. La direction générale de l'ONF a documenté que 120 postes, c'était possible sans modifier nos missions, sans modifier le service qu'on allait apporter. Ça veut dire quoi, premièrement, ça? C'est qu'il y a 120 personnes qui foutent rien à l'ONF. C'est ça le message. Le premier qu'on reçoit, nous, forestiers. Et le deuxième, c'est de dire 95 postes, finalement, nous, la direction générale de l'ONF, on ne dira rien contre. Limite, ça nous arrange que l'Assemblée nationale ait été déboutée, parce qu'on n'en avait pas besoin de ces 95 postes. On peut même vous en céder 120. Ce message-là, pour des forestiers qui ont perdu la moitié de leur effectif, qui courront derrière le travail à accomplir et qui sont pleinement imprégnés de nos missions pour le bien commun forestier, c'est quoi ce message? Et là, du coup, effectivement... Toi, tu te seras abandonné par la direction. C'est-à-dire que toi, Sylvain, qui est sur un siège de directeur, oui. représentant Canopé, ouais. Tu nous défends d'une manière un peu différente.
écoute, on Une va... direction qui se permet de dire des horreurs pareilles à un ministre en lui disant allez-y, supprimez des On postes. va leur laisser le bénéfice du doute. On va faire de suite un petit post-it qu'on va laisser sur le bureau du directeur. Comme ça, demain matin, il va pouvoir nous clarifier si oui ou non, il trouve qu'avec 500 postes au moins, vous bossez bien. OK? Allez, on fait le petit post-it, je le laisse. Je vais le faire pendant qu'on poursuit. Tu veux réagir, Mathilde? Juste pour rajouter un petit quelque chose à ce que vient de dire Frédéric, qui est important sur le mépris qu'il a ressenti avec les paroles du ministre. Il finit sa prise de parole sur une chose qui est très révélatrice, je crois, parce que nous, on parlait de la filtration des eaux, de la question de l'amortisseur carbone que sont les forêts, de l'expertise absolument nécessaire qu'ont les forestiers aujourd'hui et du coup de l'impossibilité de remplir les missions correctement telles qu'elles sont dans la loi si on supprime des postes à tout va. Et lui, il répond en fait en parlant de la dette. Et ça, c'est très symptomatique parce que ce qui s'est passé notamment avec la possibilité d'embaucher des contractuels, donc en fait, la fin de l'embauche par l'ONF de fonctionnaires, qui est un statut qui protège, qui est un statut en plus qui pour la forêt a un sens tout particulier parce que le fonctionnaire, c'est celui aussi qui permet de gérer le temps long, de se réapproprier le temps. Eh bien, en fait, ce ne sont que des enjeux économiques. Et il le dit, l'ONF a une dette trop importante. Et on le sait, un contractuel, ça coûte, je le mets avec plein de guillemets, 20% de moins cher qu'un fonctionnaire. Donc en fait, c'est juste une question d'économie et ils sont capables de faire une question d'économie sur une souffrance sociale énorme et sur surtout une catastrophe écologique terrible pour des années et des années pour les générations futures. Donc, je crois que c'était très, effectivement, c'était très symptomatique la réponse qu'il nous a faite, d'ailleurs, qu'il a expédiée en 1 minute sur à la fois les postes dont tu parlais, mais surtout sur la question de la dette et une question de dette dont il ne parle jamais, qui est notamment la dette écologique qu'on paye déjà et qu'on va devoir payer encore plus dans les années à venir. Ouais. Alors Mathilde, c'est super parce que là, du coup, tu me fais une parfaite transition avec la deuxième partie. C'est qu'on coupe des postes à l'ONF parce qu'on nous dit que les caisses sont vides, parce qu'il ne faut pas créer de dettes. Et de l'autre côté, on vient de donner 200 millions d'euros dans le cadre du plan de relance à la filière forêt-bois. Et on va en débattre parce que les conditions dans lesquelles ça s'est fait, encore une fois, sont scandaleuses. Aucun débat. C'est pour ça qu'on est là ce soir à lancer la Commission nationale du débat sur les forêts, des forestiers résistants, des citoyens mobilisés. On est là ce soir et on va continuer ailleurs. Notamment, on va aller du côté des coopératives forestières, on va aller du côté de pas mal d'acteurs, les propriétaires forestiers. Franck-Sylvain, comme vous avez pu le voir, on a essayé de les rencontrer, on se heurte à des portes. Les coopératives forestières, c'est super parce que ce soir, on a la chance d'avoir Gilles de Boncourt qui va accepter de venir débattre avec nous et on le remercie. Mais on a besoin d'un vrai débat sur cette question-là. Parce que, je vais vous l'expliquer en quelques mots et puis après, on va ouvrir ce débat. Ce qui s'est passé, c'est, Mathilde l'expliquait, au début de l'année, le gouvernement nous dit on va lancer un grand débat sur les forêts, on nomme la députée Anne-Laure Catteau pour la majorité pour pouvoir faire ce rapport qui va servir de base au gouvernement. Bon, ok, pourquoi pas, et on débat à côté de ça. Ce rapport, déjà, il a mis beaucoup de temps à sortir, il est sorti fin juillet. À côté de ça, il y a une feuille de route sur l'adaptation des forêts au changement climatique qui a aussi été demandée à travailler par les professionnels. Cette feuille de route, elle devait aussi alimenter ce débat. Elle n'est toujours pas publiée. On a un rapport d'Anne-Laure Catteau qui est publié, qui dit clairement qu'il faut renforcer les effectifs de l'ONF, qui dit clairement qu'il faut beaucoup mieux encadrer les coupes rases et les interdire lorsqu'elles ne sont pas justifiées. Et derrière, le gouvernement, on apprend, négocie en catimini, je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre mot, pendant l'été au mois d'août, directement avec certains acteurs de la filière forêt-bois, c'est-à-dire Franck-Sylvain, c'est-à-dire les coopératives, c'est-à-dire sans doute la direction de l'ONF, mais certainement pas le personnel de terrain. Vous étiez au courant, vous étiez en août, vous étiez associé aux discussions. Non. Et on apprend à la rentrée qu'il y a 200 millions qui vont être mis sur la table. Alors nous, tout de suite, on dit, mais attendez, c'est pas possible, vous mettez l'argent, il n'y a pas eu de débat. Ah, vous inquiétez pas, le débat viendra après, les critères viendront après. Les critères, ils viennent de tomber, il n'y en a aucun. C'est simple, quand Emmanuel Macron et son ministre de l'Agriculture parlent de 50 millions d'arbres à planter, c'est un vaste enfumage, comme on l'a vu déjà en première partie. Parce que ces 50 millions d'arbres, en réalité,
ils vont être plantés à la place de forêts détruites. Ils vont être plantés à la place de forêts détruites qui sont considérées comme des peuplements pauvres. Tout le Morvan est considéré comme des peuplements pauvres. En Dordogne où on était, tous ces taillis, ces forêts qui ont certes peut-être pas une grande valeur économique, mais dont tout bon forestier sait en faire quelque chose, ben, elles sont rasées pour mettre à la place des résineux. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est que la question climatique, elle sert d'alibi pour pouvoir pousser un agenda d'industrialisation de la forêt. Et pour en débattre, on a la chance d'avoir 3 personnes avec nous. Gilles de Boncourt, donc, qui est directeur d'Unisilva, une coopérative forestière très présente dans l'Est de la France, chez qui notamment on a fait ce grand stop géant. Et je tiens à remercier Gilles encore une fois pour son ouverture d'esprit parce que c'est assez rare dans la filière pour le souligner. On n'est pas d'accord sur tout, c'est pas grave, mais on est là pour débattre et on va donc lui proposer de débattre avec également Virginie Monat. Virginie Monat qui est gestionnaire forestière indépendante, présidente de l'ANATEF. Alors l'ANATEF, c'est justement un regroupement de gestionnaires indépendants. Pour vous la faire courte, il y a des forêts publiques en France et il y a des forêts privées. La forêt privée, c'est les 3/4 de la forêt privée. Et Virginie, elle, son travail, c'est de conseiller des propriétaires forestiers pour aller vers certains types de sylviculture. Et comme elle nous l'expliquera, on va lui demander son regard justement sur ce plan de reboisement. Et on aura une 3e personne, évidemment, du côté de la filière, avoir le regard de l'ONF, mais côté terrain, pas côté direction. Et savoir justement comment Frédéric Bédel, qui outre son mandat, syndical, a aussi son travail, c'est de faire des plans d'aménagement. Donc voilà, il va nous expliquer tout ça. On va commencer. Moi, je propose, on a beaucoup parlé, je crois qu'en plus, j'ai dit de façon assez sévère ce que je pensais sur le plan de relance. La moindre des choses, c'est de laisser la parole à Gilles de Boncourt, si c'est OK. Voilà. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Je suis content de pouvoir débattre, comme vous le proposez, avec des gens qui aiment la forêt ou qui sont forestiers, parce que je crois que c'est une passion qui nous réunit. Voilà, alors quelle est la question? Est-ce que tu es content? Alors, on peut se tutoyer, on s'est vous voyez jusqu'à présent. Alors, c'est vrai que dans une ambiance militante, on a tendance à tutoyer un petit peu. Mais on va considérer le vouvoiement, sauf si tu m'autorises à te tutoyer. C'est égal, c'est égal. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement? Ça me rajeunit, j'ai l'impression de redevenir étudiant. Voilà. Et puis à la prochaine action de blocage des coupes rases, on compte sur vous. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce plan de relance? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les coopératives? Je ne sais pas si c'est pour les coopératives. Je pense surtout que ce plan de relance, pour une fois, pour une fois, on voit l'État français regarder la forêt, au sens large, pas les coopératives en particulier. Et moi, ça me fait plaisir. Et pourquoi ça me fait plaisir? Parce qu'il y a une urgence à commencer à répondre au réchauffement climatique, quelles que soient les modalités par lesquelles on va mettre en œuvre nos réponses. Il faut qu'elles soient diverses, il faut qu'elles soient réfléchies, il faut qu'elles soient adaptées. Mais malheureusement, et je dis malheureusement parce que ça nous fait mal au cœur à nous tous forestiers, je l'ai entendu tout à l'heure de la part de personnel de l'ONF, malheureusement, on voit la forêt souffrir, on voit la forêt mourir par endroits et il est important de commencer à réagir à ça. On est un des rares pays qui le faisons. On va commencer à remettre un peu en état ces forêts. J'espère qu'on le fera de bonne manière. En tout cas, il ne faut pas se fixer sur une manière. Je crois qu'il faut avoir l'esprit très ouvert en imaginant ce qui va se passer dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Nous voyons, si je dois prendre des exemples, nous voyons aujourd'hui, on gère pas mal dans Unisilva, on est probablement un des plus gros gestionnaires de forêts jardiniers, de forêts irrégulières, pour les gens qui ne comprennent pas, mais de forêts dans lesquelles tous les arbres sont mélangés, tous les âges sont mélangés, etc. Une forêt qui est assez proche du modèle naturel de la forêt. Eh bien, on voit de ces forêts qui sont aujourd'hui en train de tourner de l'œil complètement. Ce n'est pas faute d'une mauvaise gestion, je ne crois pas, parce qu'on les gère depuis très longtemps. C'est parce que tout simplement, elles ne résistent plus. Alors, on voit telle ou telle essence dans la forêt qui résiste, mais pour combien d'années encore? On se dit 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. 30 ans, vous le savez tous, c'est rien pour la forêt. Donc, on a une obligation aujourd'hui de réfléchir, et il n'y a que l'homme qui peut le faire, parce que tout ça va trop vite. On a obligation de réfléchir, de bien réfléchir
à comment on peut restaurer une forêt qui est en train de mourir, là où elle ne peut pas tenir. Alors, pour moi, c'est 150 millions d'euros. J'entends les problèmes de l'ONF. Je suis un homme de forêt privée, je ne connais pas. Je n'avais pas compris que ces 150 millions d'euros devaient venir soutenir ou régler des problèmes dans l'ONF qui, d'après ce que j'entends, peuvent exister. Non, ils ont été amenés pour répondre à ces problèmes de changement climatique et à l'urgence de commencer à répondre, parce que j'espère que ce n'est qu'un commencement, parce que le problème est beaucoup plus vaste que les 150 millions d'euros, que les 50 000 hectares dont on parle. Voilà. Oui. Moi, Gilles, je le vois très positivement. Bien sûr, je vais vous relancer justement pour bien poser le débat. Après, je ne vais pas trop m'étendre parce que c'est Virginie Monat qui portera la contradiction. Moi, j'en rêve, vous le savez. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir un vrai débat avec vous et d'autres avec davantage de temps. Mais juste pour bien relancer quand même, quand vous dites que la forêt diversifiée souffre davantage du changement climatique, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre dans vos propos, j'aimerais bien préciser parce que nous, ce qu'on a comme données scientifiques et comme données d'observation, c'est qu'effectivement, toutes les forêts souffrent, y compris les forêts mélangées, mais c'est surtout les monocultures et qu'au contraire, la diversité, je vous laisse la parole juste après, la diversité est un des meilleurs moyens de résilience. Et c'est dans la feuille de route sur l'adaptation des forêts au changement climatique. Et là où ça nous met en colère, pour vous laisser répondre, c'est que ce critère-là, il n'a pas été retenu dans l'appel à projet. Il y a un vague seuil de diversification au-delà de 10 hectares, on va mettre 20%, c'est pas une forêt diversifiée. Donc sur ce point-là, est-ce que vous pouvez clarifier ou nous dire, effectivement, est-ce qu'on est vraiment en désaccord sur le fait qu'une forêt diversifiée résiste mieux? Il y a deux questions. Il y a la question de la forêt diversifiée, enfin, ou de la forêt multi-essence, multi-âge mélangée, si on peut dire ça comme ça. Donc, forêt jardinier, ce que j'appelle la forêt jardinier, ou la forêt irrégulière. Et puis, la deuxième question, c'est est-ce que le plan de relance peut répondre à ça aussi dans les forêts régulières? Alors, sur la première question, moi, mon sentiment, c'est qu'évidemment, une forêt qui est en multi-essence et multi-âge va prospecter des sols à des profondeurs différentes, et puis vous allez avoir des essences qui vont résister quand d'autres vont moins résister. Alors que si on est sur une forêt monospécifique qui n'est pas forcément bien en station, elle peut, même avec des essences sociales, même avec des essences comme l'épicéa ou le chêne ou le hêtre, etc., si elle n'est pas très bien en station, elle peut souffrir beaucoup plus violemment et beaucoup plus vite. On le voit dans l'épicéa aujourd'hui, par exemple, quand on est plutôt en plaine, alors que c'est peut-être une essence qui a besoin de plus d'altitude ou de latitude. Mais ce que je voulais dire, c'est que même malheureusement, parce que j'adore les forêts, moi-même je sors d'écoles qui sont les écoles pionnières dans ce type de sylviculture en Europe, j'aime beaucoup les forêts jardinées, mais malheureusement, même les forêts jardinées commencent à souffrir sur certaines stations, on l'a, voire meurt. On voit des centaines d'hectares qui sont en train de mourir. Et ça va continuer. Pourquoi? Parce que on était dans un climat tempéré et demain, progressivement, on va se retrouver dans un climat méditerranéen. Et ça va trop vite, malheureusement. Je dis bien malheureusement parce que j'adore la forêt comme nous tous. Ça va trop vite pour que la forêt puisse s'adapter. En tout cas, j'en ai grandement peur et on le constate déjà sur le terrain. Alors, deuxième question, Sylvain, dans le plan de relance, je peux en témoigner parce qu'on l'avait demandé, est-ce qu'il n'y a plus de critères de surface? Il y a simplement un critère d'aide, il faut que l'aide soit au minimum de 3 000 €. Il n'y a plus de critères de surface précisément pour pouvoir s'adapter à toutes les forêts, soit déjà irrégulières, soit en cours d'irrégularisation, c'est-à-dire que petit à petit, on va vers de la forêt jardinée, pour pouvoir faire de l'enrichissement ici par bouquet, là par parquet, enfin de différentes manières, avec différentes essences. Il n'y a pas de règle arrêtée. Et c'est heureux parce qu'il faut réfléchir, il faut essayer de trouver les bonnes règles. Dans certains cas, on va se planter, on va se tromper parce qu'on ne sait pas tout, loin de là. Dans d'autres cas, on va réussir. Et ça, ce seront des bons témoignages pour l'avenir. Merci Gilles. C'est dur de ne pas pouvoir réagir, mais justement, on va laisser Virginie Monat, qui est gestionnaire forestière indépendante, je pense, voilà, réagir un petit peu. Et Virginie, moi j'aimerais bien justement t'entendre sur ce que Monsieur de Boncourt, ce que Gilles expliquait.
Ce plan de relance, il a été taillé pour tout le monde, pour tous les petits propriétaires, pour tous les types de sylviculture. C'est souvent ce qui est mis en avant en disant tout est diversifié, mais en réalité, on se rend compte, voilà, moi je voudrais avoir ton point de vue. Est-ce que ce plan de relance, il correspond à ta façon de travailler, aux souhaits des propriétaires que tu accompagnes? Et puis voilà, si tu veux revenir aussi sur les arguments avancés par Gilles, la parole est à toi. Bonjour à tous et merci. Alors déjà, la question de ce plan de relance qui, soi-disant, s'adapte à tous les propriétaires et toutes les tailles de propriétés, nous, on ne le voit pas du tout comme ça. Pour nous, ce plan de relance, il est fait déjà au niveau de la forme. Donc, il est proposé deux solutions, soit un appel à manifestation d'intérêt, un AMI, pour lequel là les contraintes sont très importantes et auxquelles les petits propriétaires et les gestionnaires indépendants n'auront vraisemblablement pas accès. Les critères d'éligibilité en fait à cet AMI sont il faut déposer des projets pour un montant de travaux de 1 million d'euros, 300 hectares de reboisement, de travaux. Enfin, voilà, et tout ça pour le 7 janvier en fait. Donc on a su tout ça début décembre. Les porteurs de projets doivent déposer pour le 7 janvier. Donc, c'est un laps de temps qui est extrêmement court. Alors, on va nous dire qu'on peut effectivement se regrouper entre le gestionnaire pour monter des dossiers plus importants. Bon, il n'empêche quand même des surfaces comme ça et des montants de travaux comme ça, il va falloir être quand même relativement nombreux pour pouvoir les porter. Et puis, on n'a pas de… juridiquement, le porteur de projet, lui, quels engagements il va devoir fournir. Tout ça, le côté appel à manifestation d'intérêt pour les gestionnaires indépendants, les petits propriétaires, il ne va pas être possible. Donc, on nous a gentiment laissé une porte ouverte en nous disant qu'effectivement, tous les propriétaires allaient pouvoir faire des demandes de subventions pour peu que le montant des travaux soit de 3 000 euros. Alors, le problème, c'est que dans le plan de relance, en fait, là-dessus, on n'a pas de détails techniques. Quand on essaie de joindre en région les services de l'État, visiblement, ils n'ont pas forcément beaucoup d'informations. On nous dit qu'il n'y a pas de lignes de crédit qui ont été ouvertes pour ce volet du plan de relance. Donc voilà, nous, on se dit, peut-être qu'on aura quelques miettes qui resteront des appels à manifestation d'intérêt. Et donc on est sur la forme, le plan de relance nous pose quand même de nombreux soucis. Tout à fait, Virginie. Merci de cet éclairage. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un premier tour de parole et puis je laisserai chacun réagir sur les propos qu'il a entendus, qu'il ou elle a entendus. Frédéric, est-ce que tu peux nous expliquer aussi un petit peu, d'après toi, si ce plan de relance c'est une bonne chose, comment toi tu l'aurais fait? Et puis, si on peut sabler le champagne sur ces 50 millions d'euros, 50 millions d'arbres, bonne nouvelle, ça, non? Alors, c'est sûr, oui, on peut impressionner le grand public avec les chiffres. Je suis d'accord avec un certain nombre de choses qui est sur le fait que oui, les politiques s'intéressent enfin à la forêt. La preuve qu'ils ne s'y intéressent pas, c'est qu'on balance des chiffres sans savoir 50 millions d'arbres, ça correspond à quoi par rapport à l'échelle de la forêt française. Néanmoins, il y a différentes choses qui me gênent dans ce plan de relance. C'est ce dont on vient de discuter, les critères, la réponse apportée au changement climatique, qui est la plantation, et le montant. Alors le montant, j'y passe rapidement, mais c'est quand même assez important. Oui, d'accord, c'est un premier pas, 150 millions. Pour l'ensemble de la filière, c'est-à-dire forêt privée, forêt publique. Ouais. 150 millions. Concrètement, ça a été mis en avant si on veut reboiser en plein, c'est-à-dire une surface rasée après des épicéas scolytés, par exemple, qui était l'objet initial qui nous a été présenté à l'ONF, c'est-à-dire c'est vraiment ce que Gaëtan Dubus, dans son rapport, appelle les impasses sylvicoles. Voilà. La forêt est vraiment dépérissante. Il n'y a rien, il n'y a plus rien, on est obligé de raser ou ça tombe tout seul. Ou alors d'attendre beaucoup d'années, peut-être, pour que ça revienne. Ou alors, d'attendre très longtemps et puis d'avoir des stades pionniers qui ne sont pas du tout productifs pendant des décennies et des décennies. C'est aussi une forêt, mais très très lente. En tout cas, pour revenir à une forêt productive derrière le désastre des scolytes, si on regarde, si on plante en plein, avec le problème des protections contre le gibier, contre les cerfs, les chevreuils, les sangliers, on est obligé de mettre des protections, des englots ou des protections sur les plants. Et on se rend compte qu'au cours actuel, on peut faire une fourchette, mais 150 millions, ça va être entre 15 000 et 30 000 hectares maximum. 15 000 à 30 000 hectares d'épicéas rasés déjà,
c'est rien du tout par rapport à l'épidémie de scolite, c'est une goutte d'eau. Et ce qui est curieux, c'est que par rapport à ça, bon, très bien, 150 millions d'euros, mais j'ai eu l'honneur de rencontrer le chef de cabinet du président Macron, qui a accepté de rencontrer l'intersyndicale de l'ONF récemment à Colombey et aux Églises. Et j'ai dit des choses qu'apparemment son chef de cabinet apprenait. Si on prend les 4 premières filières industrielles de la France, c'est dans l'ordre, si je ne m'abuse, l'énergie, en nombre d'emplois. Hein. En 2, la forêt et le bois. En 3, l'automobile. Et en 4, l'aéronautique. On est la 2e, la filière forêt-bois. Nous tous, monsieur de Boncourt, j'ai oublié, hélas, le nom de... Virginie Monat. Voilà, Virginie et moi-même, on mange dans la même gamelle, et cette gamelle, elle nourrit quand même le double d'emplois de la filière automobile. Et donc, je lui ai dit simplement, là, plan de relance, d'accord, hein, regardez les milliards que vous avez donnés. Donc, de tête, c'est 7 milliards à la première filière, 200 millions à la filière forêt-bois, 8 milliards à l'automobile, 16 milliards à l'aéronautique. J'ai dit au chef de cabinet, donnez-nous 1 milliard de chaque, rajoutez 3 milliards. Et là, on commence à être dans la mesure du problème. À la fois, le problème qui est d'avoir des moyens technologiques de quoi payer des travaux, mais aussi des moyens, et c'est le plus important, d'observation, de réflexion. Et c'est quoi? C'est des hommes et des femmes. Et je ne prêche pas pour ma chapelle, je prêche pour toute la forêt. C'est-à-dire que nous, on est un manque drastique de gestionnaires, mais le travail dans les coopératives, je connais un petit peu. J'ai travaillé aussi un peu au CRPF par le passé, au centre régional de la propriété forestière, qui conseille les forestiers privés, arriver à un niveau d'étiage lamentable de gestionnaires forestiers. C'est-à-dire, c'est quoi des forestiers comme on en a ici et comme on a en forêt privée, qui mettent leurs bottes et qui, le temps de réflexion par rapport à l'enlèvement ou le maintien d'un arbre, par rapport à ce dont on a parlé sur la futée jardinée, hein, une forêt avec des âges. Voilà, ça c'est un temps d'observation. Brice de Turckheim, qui était le grand développeur, je pense que M. de Boncourt le connaît bien, et puis Virginie aussi, Brice de Turckheim disait, la futée jardinée, il faut des petits territoires pour des hommes, et c'est intensif en réflexion, en moyens humains, extensif en travaux de plantation. Donc les millions, en priorité, s'il y en avait, ils doivent aller pour partie aux emplois en forêt privée, en forêt publique, et par euro public investi, le rapport Bianco avait montré que la filière forêt-bois, c'est la filière qui embauche le plus. Donc tous ces millions pour planter 25 000 hectares, alors qu'il y a des centaines de milliers d'hectares d'épicéas qui crèvent, déjà c'est ce qui me choque en premier. Après, pour tout ce qui a été dit, c'est toujours très mesuré. On peut être optimiste ou pessimiste sur la futée jardinée. Moi, j'essaye de me renseigner sur beaucoup de choses qui sont émergentes, sur la capacité d'adaptation génétique des arbres. Et on découvre des choses folles. Un chêne de 150 ans a 30 génotypes. C'est-à-dire que c'est pas un individu, c'est 30. C'est une colonie, en fait. C'est une colonie. Et dans les 30 sur génotypes, le même tronc, il y avait des arbres différents. des arbres différents. À chaque fois qu'une branche pousse, il y a une mutation, en gros. Je exagère un peu, mais... Donc, dans les glands issus de ce chêne, il y a une diversité pour s'adapter à tellement de choses que le boulot, c'est d'aller observer sur le terrain quels semis naturels favoriser. Et on en a encore des semis naturels. Moi, ce qui me choque, c'est que dans ce plan de relance, on a commencé à venir nous voir à l'ONF en nous disant c'est pour reconstituer les surfaces de scolytes. Et comme c'est compliqué, qu'il faut attendre quand même un petit peu de voir ce que le sol va nous donner, on n'avait pas de quoi fournir en surface tout de suite sans faire de bêtises. On a dit là, il faut rendre des réponses pour le 7, pour le 7 janvier. Oui, mais c'est pas ça le temps de la forêt, quoi. Donc, on a raclé les fonds de tiroir sur les surfaces de scolytes, et après, la direction est venue nous dire oui, c'est pour les surfaces rasées, mais ça peut être pour des peuplements pauvres, comme tu disais. Et après, on nous a dit un peuplement pauvre, ça peut être une régénération naturelle de hêtre, parce qu'on postule qu'il va crever. Non, c'est pas aussi simple que ça. Et on va faire de grosses erreurs. Moi, je le dis, les investisseurs publics comme privés, l'État, tout le monde peut faire de grosses bêtises. Pour moi, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, alors qu'on a besoin d'argent pour des postes forestiers qui vont observer, qui vont choisir, qui vont travailler, du boulot technique que certes les politiques ne comprennent pas. Donc moi, monsieur de Boncourt, j'ai tendance à vous dire, oui, je me réjouis qu'on pense à nous, mais hélas, rendez-vous manqué. Ce n'est pas des plans forestiers qu'il nous faut. C'est des petits hommes verts, parce que c'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence, c'est de l'adaptabilité, et de la connaissance. Et à l'ONF, on a supprimé la formation continue
On n'a jamais eu autant besoin de ça, de cette formation. C'est ce qui est crucial. Et c'est vrai qu'on a cette image-là qui nous fait mal, c'est la forêt, une forêt bien gérée, c'est une forêt dans laquelle on plante des arbres. Ben non. En forêt, on a beaucoup parlé, hein. En forêt, quand on plante des arbres, c'est qu'on s'est planté ou qu'il y a un gros problème. Tu parlais des PCA, des scolites. Bon. Mais normalement, dans une forêt, en fait, on n'a pas à planter d'arbres. Dans une forêt, on va récolter des grands arbres arrivés à maturité, ça va faire un puits de lumière, et dans le sous-bois, ben, il y a la régénération naturelle, les jeunes pousses qui prennent le relais. Et ça, en fait, c'est ce qui fait la différence avec l'agriculture. Et nous, on a un point de désaccord majeur avec le ministre de l'Agriculture, et donc peut-être qu'il va falloir qu'on aille aussi occuper son bureau pour en débattre, parce qu'on n'arrive pas à voir autrement, qui ne fait que de clamer depuis le début que la forêt, ça se cultive. Ben non, on ne va pas se comprendre, parce que l'agriculture, un champ se cultive. Dans un champ, on sème et on récolte. Et lorsqu'après avoir récolté, si on ne ressème pas, on n'a pas de récolte. Ça, ok, ça s'appelle la culture, l'agriculture. En forêt, c'est pas comme ça. En forêt, on récolte encore quelque part et la forêt se régénère. Par contre, le risque de dire que la forêt, ça se cultive comme l'agriculture, c'est de passer sur cette logique industrielle où, en fait, on a des cycles de plantation coupe-rase, plantation coupe-rase. Et nous, on a très peur que dans ces 50 millions d'arbres plantés, il y ait beaucoup de coupe-rase. Donc, pour le deuxième tour de parole, j'aimerais bien proposer justement à M. de Boncourt une réaction là-dessus. Est-ce qu'il peut nous garantir, est-ce que déjà être transparent sur l'utilisation qui va être faite de cet argent par la coopérative Unisilva, qui a priori devra en bénéficier, qu'on puisse aller regarder ce qui se passe sur le terrain, et puis bah, effectivement, nous, notre demande, c'est que cet argent-là, ce qui est de l'argent public, il ne sert pas à faire des coupes rases dans des peuplements qui sont aujourd'hui parfaitement sains, qui ont peut-être une valeur économique un peu moins intéressante que du résineux, mais que cet argent public, il ne sert pas à faire des coupes rases suivies de plantations, des coupes rases de forêts de feuillus, notamment je pense dans le Morvan, où vous savez qu'on est très actif, mais aussi ailleurs en France, et qu'on arrive à faire évoluer le débat en distinguant clairement la question du peuplement en impasse sanitaire, c'est-à-dire des peuplements vraiment mourants, où là, ok, il faut intervenir, des autres forêts. Voilà. Ça, c'est la première question que j'ai envie de poser à M. de Boncourt, et puis vous pouvez réagir aussi sur ce que vous avez entendu, et puis on va laisser la parole après à Virginie et à Frédéric. Est-ce que M. de Boncourt est toujours avec nous? Oui, Sylvain, je suis toujours là. On peut s'appeler par nos prénoms. Je voudrais juste rassurer Virginie, qui, d'après ce que je comprends, est dans une profession libérale. Et pour ces professions libérales, comme pour des propriétaires individuels, dans le plan de relance, il y a bien possibilité de déposer des dossiers individuels. Le plan AMI, il vise à structurer un peu les sociétés collectives, ou l'ONF par exemple, dans une première demande. Et je pense que derrière tout ça, il y a la nécessité pour l'État de voir clair sur ce qui va se dessiner. Et donc, Virginie, vous pourrez déposer des dossiers individuels, toutes libérales que vous êtes. Hein, voilà. Alors, je voulais simplement vous rassurer là-dessus. Après, la deuxième question, c'était de savoir est-ce que le plan AMI vise à faire des coupes rases pour être planté derrière. Alors, d'abord, la première chose que je voudrais dire, je crois que c'est un mauvais, enfin, personnellement, je crois que c'est un mauvais débat de forestiers de vouloir opposer coûte que coûte la plantation à la régénération naturelle. La régénération naturelle est parfois parfaitement adaptée et il faut l'utiliser, et ça peut être très bien. Vous parliez de mutation tout à l'heure, etc. Chez les chênes, bien sûr qu'il faut l'utiliser quand on peut l'utiliser et quand on pense qu'elle a un avenir. Et la plantation, elle est tout à fait utile quand soit on ne dispose pas de la régénération naturelle, ou soit tout simplement parce qu'on veut changer de faciès de forêt, on veut changer d'essence. Et dans les problématiques qui se posent à nous aujourd'hui, c'est qu'il faut changer parfois de génétique. Bon, on peut aller chercher des génétiques, si je pense aux chênes, aujourd'hui il faudrait pouvoir aller chercher des chênes, par exemple Cécile dans le centre, pour les spécialistes me comprendront, il faut aller pouvoir chercher des chênes de provenance beaucoup plus sudiste, ou ne faut-il pas aller chercher des chênes pubescents, sous réserve d'en avoir, on n'en a quasiment pas en France aujourd'hui, donc on ne peut travailler qu'avec les outils qu'on nous donne. Hein. J'entendais aussi les propos tout à l'heure des hommes tout à l'heure, mais les hommes, s'ils n'ont pas d'outils, ne peuvent rien faire. Donc, il faut avoir les outils. Donc, on ne peut pas… Je crois que c'est un mauvais débat de vouloir opposer la plantation à la régénération naturelle. La forêt ne s'oppose pas à la forêt. La plantation ne s'oppose pas, la régénération artificielle ne s'oppose pas à la régénération naturelle. Et encore une fois, j'ai très peur que, dans bien des cas, parce qu'on constate aujourd'hui,
Et donc, tout ça ne fait que s'empirer. On l'observe. Moi, je suis un forestier qui est sur le terrain depuis 40 ans. Je vois des choses depuis 10 ans et tous les forestiers, toute mon équipe de forestiers qui travaille avec moi, nous voyons des choses qu'on ne voyait pas avant et qui sont vraiment très, très inquiétantes. Donc voilà, est-ce que ça prépare l'industrie de demain? Nous, forestiers, on a toujours soit planté des arbres, soit régénéré des arbres. Pour les générations suivantes, on hérite de la terre de nos enfants ou de nos arrière-petits-enfants ou de nos petits-enfants tout court, et on ne sait pas à quoi ça servira demain. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'essayer de faire des choses de qualité. Et ça, il faut s'y employer. Voilà. Alors, je ne pense pas que ce soit avec une idée d'argent ou d'industrie, parce que si on veut gagner de l'argent, croyez-moi, il ne faut pas faire de la forêt. Ce n'est pas en forêt, ça se saurait si on gagnait des millions et des millions en forêt. Vous savez tous que ce n'est pas le cas. Quand on arrive déjà à équilibrer les charges avec les dépenses et à sortir en priant le bon Dieu pour pas qu'il y ait une catastrophe qui arrive, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Une espèce de tirelire qu'on essaye de gérer au mieux dans le temps. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci beaucoup. C'est dur ce que je vis en ce moment parce que j'ai vraiment envie de débattre. Gilles, vu que je vais pas débattre là, est-ce qu'on peut convenir par contre qu'on se retrouve à un moment, puisque le sujet il va revenir avec la Convention citoyenne sur le climat qui demande clairement à une interdiction des coupes rases, sauf justification. Est-ce qu'on est capable de préparer ce débat intelligemment, à faire en sorte d'avoir un vrai débat ouvert avec tout le monde autour de la table? Sylvain, bien sûr, je vous ai déjà invité et je vous réitère mon invitation. J'ai oublié de répondre à une autre chose. Le mot coupe rase me gêne, c'est un mot qui me gêne beaucoup. Parce que derrière ça, on a compris. Vous allez comprendre pourquoi, je vais m'exprimer. Parce que derrière le mot coupe rase, il y a beaucoup de réalités différentes. Si derrière le mot coupe rase, on comprend forêt saccagée ou forêt ou déforestation, évidemment, je suis complètement contre les coupes rases. Si on entend derrière coupe rase un mot générique, j'aime pas tellement ce mot de coupe rase parce qu'en réalité, il cache beaucoup de réalités différentes. Un mot générique, par exemple, dans les forêts monoâges, par parcelle, la forêt française, la forêt de plaine française classique, et bien derrière, vous avez par exemple la coupe de régénération dont on parlait tout à l'heure. Ça, on est d'accord, Gilles. Ça, on est d'accord. Vous avez la coupe de taillis, vous avez, etc., etc. Donc, il vaudrait mieux, entre forestiers, utiliser les bons termes. Le mot coupe rase, ça vient tout simplement du fait que, notamment dans les taillis, il faut couper la souche à ras. Et ça, c'est important parce que c'est la bonne régénération des taillis qui vient derrière. Il y a plein d'autres méthodes, Gilles, vous le savez. Maintenant, lutter contre des coupes rases abusives, des mauvaises exploitations forestières, mais ça, ce n'est pas de la sylviculture, c'est autre chose, ou de la déforestation, bien sûr qu'il faut le faire, évidemment. Allez, on va laisser Virginie réagir et nous, j'espère qu'on aura l'occasion d'élargir le débat. Virginie, ce que vous avez entendu, je suis sûr que vous êtes comme moi, vous avez envie de réagir. On vous laisse la parole. Alors, les coupes rases. Le problème de ce plan de relance, en fait, c'est qu'au niveau du calendrier, c'est un plan de relance qui ne peut qu'inciter à faire de la coupe rase et du reboisement. Il va durer 2 ans. En 2 ans, la régénération naturelle, on n'a pas le temps de la voir arriver. On n'a pas le temps de voir quelle dynamique naturelle va s'installer dans la forêt. Donc, si on veut arriver à ramasser tous les sous qu'il y a, il va falloir inévitablement faire des coupes rases. Alors, les peuplements pauvres, quels sont les critères des peuplements pauvres? On ne le sait pas trop. Voilà, on a vraiment une crainte qui est derrière les coupes rases effectivement abusives, parce qu'on en voit déjà actuellement des coupes rases abusives en fait. Donc là, avec de l'argent à la clé pour faire du reboisement, je ne vois pas comment la surface passée en coupe rase va diminuer en fait. Donc nous, on a une grosse inquiétude par rapport à ça. Voilà, la régénération naturelle, on n'aura pas le temps d'avoir arrivé en 2 ans. Tu crains, c'est-à-dire que ce boulot d'observation que décrivait Frédéric, il faut du temps, il faut plusieurs saisons. Là, on met de l'argent au début de l'hiver et on vous dit, le 7 janvier, l'hiver n'est même pas fini, qu'il faut déjà avoir tout défini, etc., etc. Il faut du temps, observer les saisons. Et ça, je pense que c'est important que les gens l'entendent. Le travail du forestier, c'est un travail sur le temps long.
non, on ne recrée pas une forêt en plantant des arbres. C'est pas vrai, il faut du temps. Il faut du temps. Et ça, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement, toi, comment, quand un propriétaire arrive dans une de ces forêts, justement, que d'autres diraient qu'il s'agit de forêts pauvres, ces fameux taillis. Monsieur de Boncourt nous disait que leur seul sort, c'est d'être rasé à la souche pour être régénéré. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres itinéraires techniques, d'autres façons de gérer? Et comment tu fais, toi? Alors, nous déjà, on va commencer par faire un diagnostic, mais un diagnostic assez poussé d'observation, de voir quelles sont les essences en présence sur la parcelle, de voir dans quel état sanitaire elles sont. On va aussi se préoccuper du sol, faire quelques sondages, voir ce qu'on a un petit peu dessous. Voilà, est-ce qu'on a un sol engorgé, pas engorgé, voilà, des critères de station. Et puis dans ces essences qui sont présentes dans la parcelle, on va essayer de voir à quel stade elles sont, si elles sont au stade de semis, de perche, de petits bois. Et puis on va voir comment on va pouvoir travailler à leur profit, que ce soit des essences objectives ou des essences d'accompagnement. En fait, on a besoin de tout. Et les essences d'accompagnement, on en a énormément besoin pour la biodiversité. Donc nous, on va passer du temps à faire ce diagnostic-là. Ce diagnostic, il va falloir le faire en hiver et puis au printemps, voir comment ça se passe. Et ensuite, on va pouvoir prévoir aussi en fonction des envies des propriétaires. Est-ce que le propriétaire, il a envie voilà, d'avoir une forêt qu'on va régénérer naturellement par plantation? Est-ce que son souci, c'est de transmettre à ses enfants? Est-ce qu'il va avoir une forêt plutôt esthétique, plutôt belle à son goût? Voilà, on va cumuler en fait le diagnostic stationnel, on va dire le diagnostic de la forêt, avec les envies et les souhaits des propriétaires. Et en face, on va lui proposer un type de sylviculture adapté à ses besoins et à besoin de la forêt en fait. Mais pour ça prend du temps. Ça prend du temps. Oui. Et Virginie, est-ce que tu comprends qu'aujourd'hui, ok, tu travailles avec des propriétaires forestiers privés, mais la forêt touche tout le monde et qui a vraiment envie, nous on le voit très bien, beaucoup de gens nous appellent, on nous alerte sur des coupes rases, il y a des paysages entiers qui sont transformés dans le Morvan, Dordogne et ailleurs, et ça choque. Et il y a vraiment une incompréhension et une envie d'avoir un autre rapport aux forêts, y compris privées. Et est-ce que toi, à titre personnel, je ne peux même pas d'engager l'ANATEF, mais tu peux comprendre ça et tu es favorable justement à un meilleur encadrement, notamment de cette question des coupes rases, mais globalement de tout un tas de pratiques sylvicoles qui aujourd'hui sont en décalage avec les attentes de la société ou de biodiversité? Moi, je trouve que bien souvent, en fait, il y a beaucoup de propriétaires qui n'ont pas envie d'avoir de coupe rase chez eux. Mais tout simplement, il y a des fois où il y a certains opérateurs qui vont les convaincre que parce qu'il y a 3 arbres qui sèchent sur une parcelle, et puis parce que le marché n'est pas porteur dans cette essence-là, il faut couper à blanc. Parce que voilà, ça, ils vont appeler ça l'impasse sylvicole. 3 arbres ou 10 arbres ou 15 arbres qui sèchent dans une parcelle, ce n'est pas une impasse sylvicole. Ou alors, on va leur dire il faut couper à blanc parce que votre plantation, elle n'a pas été éclaircie suffisamment tôt. Maintenant, c'est trop tard. La seule solution, c'est la coupe rase. Et vous avez en face des propriétaires forestiers qui ne connaissent pas, qui font confiance en face d'eux à un professionnel. Sauf qu'en fait, tu parles des coopératives, juste Virginie, pour que tout le monde te parle. Le on, c'est les coopératives forestières qui font ce type de démarche. Désolée, M. de Boncourt, mais dans ce que je vois, moi, dans mon quotidien, depuis que les coopératives forestières se développent, je suis désolée, vraiment, je ne veux pas être blessante, mais il y a inévitablement une augmentation des surfaces qui sont passées en coupe rase. Sur le peuplement qui, bien souvent, ne le mérite pas, ou en tout cas, on pourrait au moins tenter, sur la première opération, de faire des prélèvements plus légers pour laisser une chance au peuplement de stabiliser et de devenir régulière. Et voilà, c'est une constatation. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord, et juste pour que ce soit clair, parce qu'on va commencer à arriver vers la fin, justement les plans pour l'année prochaine, nous dans les plans qu'on a, c'est de surveiller comment l'argent va être utilisé et de lancer une grande enquête sur les coopératives forestières. Voilà, on va les regarder sur le terrain, et en fait ce qu'on observe, c'est que les coopératives forestières, on craint qu'il se passe la même chose que l'agriculture dans les années 50-60,
c'est un problème de concentration et qu'aujourd'hui, les coopératives forestières, non seulement elles font du conseil aux propriétaires forestiers, elles les aident à faire les plans, travaux de coupe, elles vendent le bois et elles vont même jusqu'à proposer des plans et du reboisement et même avoir des pépinières. Je vous laisse réagir là-dessus, monsieur. Je dois vous répondre là-dessus parce que je crois que vous ne comprenez pas ce qu'est une coopérative. On est fair play, vous avez vu, monsieur Boncourt. Imaginez que voilà 10 propriétaires forestiers qui se mettent en commun et qui décident d'avoir en commun un tracteur et puis un forestier. Eh ben, ils vont demander aux forestiers comment il faut utiliser le tracteur pour aller travailler dans la forêt ou comment il faut planter des arbres ou régénérer des arbres aux forestiers et d'utiliser les outils qu'ils ont achetés en commun. Et évidemment, ils vont utiliser leurs hommes et leurs outils communs. Eh bien, une coopérative, c'est un bien commun de propriétaires forestiers, plus ou moins nombreux, dans lequel on ne sert pas l'argent, l'argent est là pour servir, dans lequel on ne sert pas un engin, l'engin est là pour servir, et dans lequel les forestiers, qui sont des forestiers communs à tous ces propriétaires forestiers, travaillent pour la collectivité. On est dans des entreprises collectives. On n'est pas absolument pas dans une entreprise ou à capitaux, on n'est pas avec des personnes libérales qui travaillent pour elles-mêmes, etc., ou pour leurs clients. Non, on travaille pour les gens qui nous constituent, c'est-à-dire des propriétaires forestiers. C'est ça la réalité. C'est pas autre chose. Donc, il est normal que ces gens qui se réunissent utilisent les moyens qu'ils ont créés par leur fidélité au fil du temps. Mais, monsieur de Boncourt, juste après on va passer la parole à Frédéric, mais vous pouvez comprendre que c'est quelque chose en tout cas qu'on questionne. Et nous, même à Canopée, on a reçu beaucoup de témoignages de propriétaires privés qui nous disent écoutez, moi j'ai contacté la coopérative du coin. Moi j'habite en Maine-et-Loire, on a reçu beaucoup de témoignages et dans toute la façade ouest, même en Morvan, je contacte la coopérative et c'est bizarre parce que ce qu'ils me proposent, c'est une coupe rase suivie d'une plantation. Quand on se renseigne un petit peu, effectivement, dès que la forêt elle est un petit peu, c'est du taillis ou du taillis sous-futé, c'est quasiment proposé de façon systématique. Je ne connais pas ce cas particulier. Moi, je peux vous on en a beaucoup et on va vous les faire remonter. Mais nous, ce qu'on questionne, monsieur de Boncourt, je vous laisse répondre là-dessus. Oui, je vous invite à venir chez moi. Je vous invite à venir voir ce qui se passe dans la coopérative que je dirige, qui s'appelle Unisilva. Eh bien, vous verrez que très loin de ça, je crois qu'à 3/4 des surfaces que nous gérons, qui sont essentiellement feuillues, ces 3/4-là, on procède en coupe d'amélioration, en coupe de régénération, en plantation quand on est dans des impasses, etc., et qu'on est très loin. Je vous prends au mot, monsieur de Boncourt. Je vous prends au mot. On a pas mal de monde. Je vous invite quand vous voulez. Et par ailleurs, je vous prends au mot, monsieur de Boncourt. On a beaucoup. Voilà. Vous verrez toutes sortes on a beaucoup de monde qui sont adaptés, qui sont autant de propriétaires forestiers, autant de forêts, autant de solutions. Ok. On vous prend au mot. Il y a un petit décalage qui fait que c'est pas simple. Mais vous savez qu'on avait proposé de faire une tournée dans le Morvan, justement, parce qu'on travaille beaucoup là-bas. Il y a des habitants qui nous ont contactés, qu'on en a marre des coupes rases. Et vous savez que Unisilva fait partie des coopératives qui sont dénoncées par les gens. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on organise une mission sur le terrain avec vous, avec les propriétaires forestiers, avec les acteurs de la filière et les habitants, et on va ensemble? Mais bien sûr, quand vous voulez, on est ouvert à ça. Super. Et lorsque vous voyez par exemple des coupes de taillis qui sont réalisées, c'est parce que précisément le diagnostic forestier dont parle très bien Virginie, elle a entièrement raison. C'est ça que doit faire un forestier. Eh bien, c'est quand le forestier a considéré que c'était un taillis en impasse et qu'il fallait faire autre chose. Ok, on ira en débat sur le terrain. Je suis ravi, le débat progresse parce qu'on a eu beaucoup de mal à obtenir ça. Et on compte sur vous pour faire bouger les propriétaires forestiers privés, puisque eux ont refusé de venir avec nous. PEFC, puisque tout ça c'est certifié PEFC. PEFC a refusé aussi d'aller sur le terrain. Et il n'y a pas de mal à être ensemble, à débattre. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord, mais c'est l'essentiel. On laisse le mot de la fin, monsieur Boncourt. En tout cas, la réaction à Frédéric. Vous avez aujourd'hui un directeur qui représente 12 500 propriétaires forestiers. Donc, vous voyez, il y en a des propriétaires forestiers. Ça marche. Oui, mais vous savez très bien de qui se parle, monsieur Boncourt. On ne va pas faire le débat de… Frédéric, la forêt publique,
ton mot de clôture un petit peu sur ce que tu as entendu là. Moi, je ne veux pas spécialement clôturer. A fortiori, je ne vais pas clôturer sur l'organisation et la façon de fonctionner des coopératives. Monsieur de Boncourt s'est abstenu de commenter la façon dont fonctionne l'ONF, et on sait tous qu'on peut avoir des difficultés. Ce qui est clair aussi, c'est que Monsieur de Boncourt ne fait manifestement pas partie des coopératives qui refuseraient de débattre avec nous. Et là, je salue vraiment la présence au débat de Monsieur de Boncourt, parce que c'est très intéressant. Une exception, oui, espérons qu'il y en ait d'autres. En tout cas, on connaît aussi des cas, et ça c'est mon boulot de militant du SNUPFEN au-delà de la forêt publique, qui me permet quand même d'affirmer ce que tu dis. Oui, il y a d'autres coopératives qui pratiquent vraiment différemment. Donc, bon, il y a probablement plein de façons de faire. À l'ONF aussi, hein, à l'ONF, c'est pas monolithique non plus. Ce qu'il y a, c'est que il y a deux choses que j'aimerais commenter. C'est, d'une part, cette histoire de débat public. Les forestiers, tous, l'école dont je suis issu, en grande majorité, sont peu ouverts, mais c'est presque dans nos gènes, c'est dans notre formation, je ne sais pas, sont peu ouverts à la discussion avec le public. Après, c'est à tous les niveaux, à la limite, au départ. Hein, on est les sachants d'un domaine tellement compliqué à comprendre et à transmettre qu'on devient vite tout seul à prendre les décisions. C'est un travers que tous les forestiers ont au départ. Moi, je suis assez content que le SNUPFEN solidaire, avec Canopé, avec SOS Forêt, ait réussi à opérer une mutation chez les forestiers de terrain pour s'ouvrir aux attentes du public et dialoguer vraiment avec les citoyens. Bah, ça devrait être encore plus naturel chez nous à l'ONF que dans une coopérative, puisqu'on a une mission de service public. Ouais. Mais ce que je peux vous dire, et tant pis, je suis dans le bureau de mon directeur, mais je ne me suis pas assis parce que j'attends qu'il m'autorise à m'asseoir et à en discuter, mais on discute, il n'y a pas de souci. Au niveau de la direction, il y a une fermeture de débat. Et de ce point de vue-là, on rejoint certaines coopératives qui refuseront de discuter avec Sylvain. J'ai envie de dire chiche, aujourd'hui. Et la Fédération des propriétaires forestiers, France Sylvain. Oui, voilà. Nous, on a fait. La France Forêt Bois qui s'est enfermée derrière sa porte pour refuser le débat. On t'a précédé, on s'est fait traiter en faisant un débat très ouvert en 2015 du SOS Forêt. Enfin, tu étais là aussi, tu étais déjà dans le SOS Forêt à Gardanne, où France Sylvain, dans la presse, nous a traités de mensongers pervers. On était juste là en train de discuter le plus largement possible de la forêt. Donc voilà, sortons un petit peu, nous tous forestiers du bois, et allons nous rencontrer. Ça, c'est super important. Et dans la rencontre, il y a quelque chose qui vient, c'est le deuxième point que je voulais commenter, c'est sur le vocabulaire. Il faut aussi qu'on ait l'honnêteté d'appeler un chat. Une couperase, c'est une couperase. Enfin, je veux dire, à l'Office national des forêts, et comme on est très lié à l'école forestière, on a un peu tendance à définir avec les termes. Et ce n'est pas un sentiment de supériorité, mais c'est pour dire que au départ, bon, un petit peu, nous, on est un petit peu gardien du vocabulaire forestier à l'ONF, c'est très précis, quoi. Une couperase, on a des différents codes de coupe. La couperase, c'est pas compliqué, hein. C'est un peuplement dans lequel on n'a encore pas réfléchi au renouvellement et où on coupe tous les arbres d'un coup. Là, c'est différent d'une coupe de régénération de futaies régulières qui sont presque toujours, en plusieurs fois, le temps de laisser venir une régénération. Et d'un point de vue écologique, c'est indiscutable que c'est pas du tout pareil. Un peuplement qu'on rase d'un coup, c'est de l'émission de CO2, on n'en a vraiment pas besoin. C'est de la perturbation du régime des eaux, on n'en a vraiment pas besoin. Et c'est un traumatisme paysager. Mais le grand public, on commet une erreur en croyant que le public ou les mouvements citoyens, Canime, Canopé, SOS Forêt France, etc., ou dans les régions, dans le Morvan, ou dans le Morvan, on aurait tort de penser que la grogne citoyenne, c'est juste des gens qui n'ont rien compris. C'est que, au contraire, les gens comprennent de mieux en mieux. Et moi, j'ai vraiment eu de la peine de voir dans le plan stratégique de l'ONF, en gros, la grogne populaire, la grogne citoyenne, met en danger la multifonctionnalité des forêts parce que ces gens-là ne pensent qu'au paysage. Non, quand les citoyens s'émeuvent devant une couperase, ils comprennent plus que le choc paysager. Et quand on est vraiment obligé, oui, de toute façon, on est là, je pense tous les trois d'accord, que les vrais impasses sylvicoles, c'est tous les épicéas qui crèvent, par exemple. Mais tous, ou quasiment tous, on est obligé de faire ça. Et quand l'exception devient la règle. Mais là, il faut faire attention à ça, parce que si, du coup, on dit là, il faut planter, certes, là, il faut planter. Complètement d'accord. Puis dans d'autres cas, il ne faut pas planter. Et à l'ONF, on a quand même mis des garde-fous, mais on aimerait que les garde-fous soient dans la loi, sur le mélange.
Et il n'y a pas de garde-fou dans ce plan de relance. Donc on peut parfaitement aller prendre n'importe quel peuplement qui ne nous plaît pas. Et voilà. Les conditions sont trop floues. Donc le danger est là. Jusqu'ici, on a suffisamment de surface en impasse sylvicole pour consommer 150 millions d'euros intelligemment, mais dans les délais où on nous impose de le faire, il y a gros danger de faire n'importe quoi. Et ensuite, mais ça ne s'arrête pas là. Moi, si je veux résumer d'un mot ce que j'ai dit avant, c'est il nous faut peut-être 4 milliards pour toute la forêt filière bois. On les mérite 2 fois moins que l'automobile, alors qu'on embauche 2 fois plus de personnes. Et bien 4 milliards. Et je mets 3,5 milliards pour les forestiers, pour le jus de cerveau, et 500 millions pour la plantation. Point barre. Et avec ça, on va y aller. Et puis s'il faut plus de plantation, parce que la version pessimiste de l'évolution des forêts l'emporte, on en mettra plus. Si finalement on a mieux observé et on a accompagné la mutation des peuplements de façon un peu plus douce, et ben peut-être qu'on va faire des économies même. C'est ça, le ratio c'est vraiment d'abord de l'intelligence et le reste. Mais on est obligé quoi. Et de toute façon, n'importe quel investisseur sait déjà qu'une plantation, M. Deboncourt a raison de dire qu'on ne gagne pas énormément d'argent, mais dans le modèle coupe-rase-plantation, il faut une essence qui pousse très très vite pour rentrer dans ses sous. Et quand on a de telles incertitudes qu'on va planter dans des moments très secs, une essence dont on n'est pas sûr qu'elle va s'adapter, comme du cèdre, on en plante, on essaye. Il y a un gros risque, un risque écologique, un risque financier, donc le risque étant tellement énorme. Je pense que si on est dans le modèle, les investisseurs, s'y réfléchissent 5 minutes, ils diront non, on va finir par payer des forestiers, pas des plants forestiers. Parce que c'est ça la voie d'avenir. Et essayons de nous mettre tous d'accord qu'on a surtout besoin de jus de cerveau, de forestiers, de métiers. Moi, ça me peine profondément, au-delà du cas de l'ONF, de voir les gens dans les BTS forestiers qui ne vont pas trouver de travail demain, alors que c'est le métier qui absorbe du CO2, c'est le métier d'avenir par excellence. Ouais, tout à fait. On va finir sur ces mots, sur la vocation du travail de forestier qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde se sent menacé. Le vrai sens du métier de forestier, en fait, il n'est peut-être pas si éloigné que ce que veulent les citoyens. Il y a besoin de rétablir du lien. Et pour faire ce lien, il faut du débat. Et encore une fois, on regrette d'avoir à occuper le siège de la direction pour provoquer ce débat. On espère que ça va aider. J'ai juste envie, sans abuser, d'ajouter un mot. Je me le permets parce qu'on a organisé le truc avec toi, alors je prolonge de quelques minutes. Il y a quand même le mot de biodiversité qui a été assez cité et les fonctions écologiques. Avant tout, et c'est difficile pour nous, comme pour les forestiers privés, mais il y a une profonde mutation qu'on doit opérer. C'est que la production de bois, c'est ma conviction, elle est de plus en plus partagée au SNUPFEN, ça n'est pas l'avenir de la forêt. Il va devenir impossible, avec les chocs qu'on va avoir, climatiques, etc., d'avoir une production équivalente en quantité et en qualité par le passé. Donc, ce qu'il faut absolument faire comprendre, c'est qu'il faut un couvert forestier parce que la biodiversité, l'absorption du carbone, la régulation des eaux sont infiniment plus précieuses que le bois, surtout si c'est pour faire du bois énergie industrielle. Et à la limite, d'accord, développons le bois noble, le bois de construction, bien sûr qu'il faut le faire, bien sûr, mais il ne doit pas y avoir d'ambiguïté là-dessus, quoi. Réservons la production aux endroits où on va pouvoir faire la qualité du beau bois qui stocke du carbone. Partout ailleurs, il va falloir vraiment se battre, continuer politiquement, pour justifier qu'il faut des forestiers avec les citoyens pour construire une forêt vraiment multifonctionnelle, mais avec la prédominance des fonctions écologiques et sociales. C'est inévitable. C'est la nature qui nous dit ça. On ne peut plus faire surproduire, on ne peut plus épuiser nos sols. On ne peut plus le faire. C'est une conclusion en forme d'ouverture. Ça correspond très bien à ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que c'est un premier débat. On en espère d'autres. Et il y en aura d'autres. On va déplacer la banderole de la Commission nationale du débat sur les forêts dans d'autres lieux, dans d'autres espaces. Tu parles du bois énergie. Oui, excellent. On va s'inviter dans des usines de granulés. On en connaît quelques-unes. On l'a déjà fait. Continuez. Et voilà. On espère vous revoir rapidement. N'hésitez pas à commenter, on va vous tenir au courant sur la suite. La suite, c'est évidemment, on va enquêter sur ce qui va être fait de l'argent public et on va continuer de se battre aux côtés des syndicats de l'ONF. Cette histoire de suppression de postes, les 95 postes qui vont être supprimés cette année, malheureusement, ça a été fait. On a rappelé les conditions. Mais ce qui est en jeu maintenant, c'est le nouveau contrat entre l'État et l'ONF. Et Mathilde Panot le rappelait, il y a 600 postes qui sont en jeu de réduction. C'est inacceptable. Alors, de l'autre côté, la Convention citoyenne dit qu'il faut renforcer les effectifs. Donc, on sera là avec d'autres actions pour pouvoir défendre ça, non pas une baisse, mais une hausse des effectifs de l'ONF. Et sur ce,
Bonne soirée à tous et bonne année et à très vite. Merci. Merci à tous.